Ma mère a tout fait pour m'écarter du voyage au Japon parce que sa nouvelle belle famille me préfère à elle. Et aujourd'hui, c'est elle qui en paie les frais. Elle, Linda, s'est mariée avec Frank alors que j'avais 17 ans. Et j'ai hérité de 2 demi-frères. Tom, 16 ans à l'époque, et Bobby, 14. Frank, qui bosse dans la finance, vivait dans une maison incroyable avec piscine et même une salle de jeu au sous-sol. Ce qui m'a frappé, c'est que Frank et les garçons m'ont tout de suite adopté. Frank s'intéressait vraiment à moi, me demandait comment s'était passée ma journée et m'écoutait avec attention. Tom et Bobby me proposaient toujours de participer à leurs activités, comme si j'avais été leur vraie sœur depuis toujours. On passait des heures à jouer au basket devant la maison et Frank nous rejoignait dès qu'il rentrait du travail. Linda, elle, nous observait depuis la fenêtre, l'air contrarié. Au début, je me disais qu'elle avait juste du mal à s'adapter à la famille recomposée, mais plus ça allait, plus c'était tendu. Quand Frank m'a offert un téléphone pour mon anniversaire, tout comme à ses fils, Linda a décrété que je profitais de sa générosité. Quand Tom m'a demandé de lui montrer des accords de guitare, elle a insinué que je me donnais en spectacle. Et lorsque Bobby a préféré que je l'aide pour son exposé de sciences plutôt qu'elle, elle m'a accusé de chercher à prendre sa place. Frank s'en est rendu compte et a tenté d'en discuter avec elle. Mais Linda a prétendu que c'était moi qui ne supportais pas son bonheur et que j'avais besoin de temps. N'importe quoi, mais Frank la croyait. Les garçons, eux, continuaient à m'inclure. Mais Linda rivalisait d'excuses pour m'écarter. Une tâche inventée, pile quand il partait au cinéma, une punition ridicule pour m'empêcher d'aller au match de baseball, un soi-disant malaise le soir où il dînait au resto. Souvent, j'apprenais la vérité plus tard, quand Tom ou Bobby me demandaient pourquoi je n'avais pas suivi. Le fameux voyage au Japon, c'était le projet de Frank, une vraie première pour nous tous. Il a annoncé la nouvelle pendant le dîner, et les garçons sont tout de suite partis dans les plans et les recherches. Linda a cru bon de préciser que ce serait super pour vous 4, mais Frank l'a rapidement corrigé. Non, on est 5, on y va tous. Le visage de Linda s'est fermé, mais elle n'a rien pu dire. Pendant 3 mois, on a tout organisé ensemble. J'apprenais quelques bases de japonais pour les partager avec Bobby, Tom et moi, on cherchait les restos les plus sympas, et Frank me laissait réserver les hôtels parce que je suis la pro des bons plans. Linda, elle, restait à l'écart. 2 semaines avant de partir, Linda m'annonce froidement que finalement, je ne partirai pas. Soi-disant que la mère de Frank est malade et qu'il faut quelqu'un pour rester avec elle. Sauf que sa mère vit en Arizona et nous dans l'Ohio. Linda insiste qu'elle va débarquer chez nous et qu'il faut aider. Je vérifie auprès de Frank, qui me dit que sa mère va très bien et qu'elle part même en croisière cette semaine-là. Linda a bafouillé que j'avais mal compris. Le lendemain, elle remet ça. Elle me sort que la compagnie aérienne a surréservé, que mon billet a sauté et qu'il n'y a plus de place. Je téléphone à la compagnie, qui me confirme que les 5 billets sont bien enregistrés. Linda m'arrache le téléphone des mains et raccroche, furax, en disant que je cherche des histoires. 3 jours avant le départ, elle explique à Frank que j'ai décidé de rester à la maison pour bosser mes dossiers d'inscription à la fac. Évidemment, Frank trouve ça louche, vu que je suis encore en première, et me pose la question. Je lui dis « C'est Linda qui m'a interdit de venir. Elle saute sur l'occasion. Tu confonds tout. Tu es sur les nerfs parce qu'on part sans toi. » Frank nous regarde toutes les deux et coupe court. On en discutera plus tard. La nuit suivante, je les entends s'engueuler. Frank lâche. J'ai payé 5 billets, donc on part à 5. Linda réplique. Elle va gâcher le voyage avec sa mauvaise humeur. Sauf que Frank ne voit pas de mauvaise humeur chez moi, seulement de l'enthousiasme. Et Linda se retrouve sans argument. Le jour du départ, elle me balance. Le taxi est plein. Rejoins-nous à l'aéroport. En prime, elle me donne le mauvais terminal. Je me retrouve au terminal A, bien sûr. Personne. J'appelle Tom qui me dit « Mais dépêche-toi, on est au terminal C, l'embarquement commence. » Je fonce dans l'aéroport et j'arrive in extremis, juste avant la fermeture des portes. Linda, stupéfaite, en perd ses moyens et demande à l'agent d'embarquement de vérifier la validité de mon billet. Frank la calme d'un « Arrête ton cinéma et monte dans l'avion. » Dans l'avion, Linda tente de s'installer près de moi, mais Tom et Bobby lui ont coupé l'herbe sous le pied, gardant les places à mes côtés. Elle s'est retrouvée 2 rangées derrière, seule comme une âme en peine, pendant qu'on passait le vol à rigoler aux cartes, rejoint par Frank, alors qu'elle boudait dans son coin. À Tokyo, elle voulait tout contrôler, décider où aller, puis râlait quand Frank suivait le programme qu'on avait préparé ensemble. Elle a tenté de nous séparer pour les visites, mais les garçons n'en démordèrent pas. On fait tout ensemble. Elle a suggéré que j'étais assez grande pour explorer de mon côté, mais Frank a tranché. On reste groupés, c'est des vacances en famille. Bordel non. Elle a même essayé de réserver des chambres séparées à l'hôtel en douce, mais Frank a flairé le coup et lui a tout fait annuler. Grosse gêne pour elle, obligée de s'expliquer au réceptionniste. Au restaurant robot, elle annonce sans sourciller « On est 4. J'ai juste levé mon ticket. 5. L'autre ne comprenait rien, et Linda prétend qu'elle m'a oublié. Tom en rajoute bien fort. Ça fait 1 semaine qu'elle oublie sa sœur. Tout le monde se retourne. Linda devient cramoisie. Elle boude tout le reste du repas pendant qu'on fait des photos et qu'on éclate de rire. Le passage au temple a été la goutte d'eau. Le guide parlait anglais, mais comme j'avais bossé mon japonais, j'ai salué et remercié correctement. Le guide a félicité Frank d'avoir une fille aussi polie. Et là, Linda a complètement perdu son sang-froid. Elle est devenue rouge tomate, a haussé la voix, tout le groupe s'est arrêté pour la regarder. Elle s'est exclamée « Ce n'est pas vraiment la fille de Frank, le guide s'est trompé.
Frank a posé sa main sur son épaule et, d'un ton sans appel, il lui a répondu « C'est ma fille, à tous égards ». Le guide tapotait du pied, mal à l'aise, pendant que Linda s'obstinait. Ce n'est qu'une belle fille. Inutile de la féliciter comme si elle faisait vraiment partie de la famille. Tom s'est placé entre Linda et le guide. « Arrête, tu mets tout le monde mal à l'aise. Il faut que tu te calmes. » Je n'avais jamais entendu Tom s'adresser à elle avec cette autorité, et Linda est restée sans voix, assommée. Frank s'est excusé auprès du guide. Son japonais était hésitant, mais le guide lui a adressé un sourire compréhensif. Frank a pris Linda par le bras, l'a entraînée vers un coin un peu à l'écart, près d'une lanterne de pierre dans le jardin. Bobby s'est approché de moi en chuchotant. Ma mère a fait n'importe quoi pendant tout le séjour. Ça fait du bien que quelqu'un ose enfin lui dire ce qu'elle mérite. J'observais Frank et Linda toujours à côté de la lanterne. Linda gesticulait, le visage carmin, tandis que Frank demeurait impassible, bras croisés. Le guide nous a demandé si nous souhaitions continuer la visite et Tom a répondu « Oui, on veut en savoir plus sur l'histoire du temple. Nos parents nous rejoindront après. » Le guide, soulagé de s'éloigner du conflit, s'est concentré sur nous trois et nous a guidés le long d'un sentier pavé vers le bâtiment principal, tout en nous expliquant l'ancienneté des lieux. Je profitais de l'occasion pour échanger en japonais avec Bobby, tentant de me souvenir des phrases apprises pendant le vol. La guide m'a félicité pour ma prononciation, disant que j'avais l'oreille pour cette langue, ce qui m'a un peu réconforté, malgré le malaise créé par Linda. Bobby se plongeait dans l'exploration, désignant les statues tout en posant des questions sur leur signification. Tom, lui, prenait des photos et s'amusait à dire que ce voyage resterait gravé dans nos mémoires à jamais. À la fin de la visite, lorsque nous avons retrouvé Frank et Linda à l'entrée, j'ai remarqué que ma mère avait les yeux rougis, les traits tirés par la colère et la frustration. Frank a remercié la guide une dernière fois et lui a glissé quelques billets, ce qu'elle a accepté en s'inclinant avant de m'adresser un sourire complice, puis de s'éloigner. Frank a alors annoncé qu'il était temps de rentrer à l'hôtel, qu'il fallait avoir une vraie discussion tous ensemble. Le trajet en taxi s'est déroulé dans un silence de plomb, à part Bobby qui tentait vainement de détendre l'atmosphère en revenant sur le temple, les statues et le jardin qu'il avait trouvé impressionnants. Linda, elle, regardait obstinément dehors, refusant tout contact visuel. Frank jetait de temps en temps un coup d'œil dans sa direction, l'air déçu comme je ne l'avais jamais vu. Sa bouche était pincée, les mains crispées sur ses genoux. Tom était assis contre moi à l'arrière. Nos épaules se touchaient, presque par solidarité. Une fois arrivés à l'hôtel, Frank a demandé à Tom et Bobby de nous laisser seuls avec Linda dans la chambre. Les garçons m'ont prise dans leurs bras avant de sortir. Tom m'a soufflé à l'oreille. « Quoi qu'il arrive, on est avec toi. » Il a ajouté « Rien, pas même ce que dira Linda, ne changera ce qu'on pense de toi. » Bobby m'a serré la main en murmurant « Ça ira ». Quand la porte a claqué derrière eux, la chambre m'a paru soudainement trop petite et oppressante. À l'intérieur, Frank nous a fait asseoir, Linda et moi, chacune à un bout du lit, puis il a tiré une chaise pour s'installer face à nous. D'une voix grave, il a annoncé qu'il était temps de mettre les choses à plat concernant tout ce qui se passait depuis son mariage avec Linda. Elle a répliqué du tac au tac. « Tu es bien trop sensible », soutenant qu'elle n'avait fait que m'accueillir et que j'en faisais toute une histoire sans raison. Frank lui a coupé la parole d'un geste, puis il a détaillé les comportements où elle m'avait exclu, l'histoire inventée de la maladie de la grand-mère, les vérifications en douce auprès de sa propre mère, le mensonge sur le billet d'avion et la vérification des 5 billets, l'épisode du mauvais terminal qui avait failli me faire rater mon vol. Il a cité toutes les tentatives de Linda pour m'écarter de ce voyage. Au fur et à mesure, Linda devenait livide, les mains tremblantes, fuyant nos regards. De mon côté, une fois lancée, je n'arrivais plus à m'arrêter. J'ai raconté à Frank le jour où Linda avait prétendu que j'étais punie alors que les garçons voulaient m'emmener au stade, puis toutes les fois où elle inventait que j'étais malade pour que je reste à la maison quand ils sortaient manger une pizza. J'ai évoqué ces films manqués parce qu'au dernier moment, Linda se souvenait de tâches que je devais finir. Ma voix se raffermissait à mesure que j'alignais ses prétextes pour m'écarter du groupe. Linda a tenté de m'interrompre, mais Frank l'a coupée net, les yeux rivés sur moi en disant « Tu prendras la parole après ». Je suis allée jusqu'au bout, en parlant de ses appels dans ma chambre pour me dire que le dîner était annulé alors qu'ils mangeaient tous ensemble sans moi, ou des fois où elle me donnait une mauvaise adresse pour aller voir Bobby jouer au foot, me laissant seule sur un terrain désert. Au fil de mes mots, Linda pâlissait encore. Ses mains se tordaient sur ses genoux et on sentait qu'elle aurait voulu disparaître dans le matelas. Quand je me suis tue, on aurait entendu une mouche voler. Seuls les bruits de pas dans le couloir troublèrent ce silence. Frank s'est tourné vers Linda. « Tu as quelque chose à ajouter ?» Le visage défait, les larmes coulaient sans qu'elle essaie de les cacher. Elle a reconnu, la voix brisée. « J'étais jalouse de la facilité que tu as eue avec Frank et les garçons. Tom et Bobby t'ont immédiatement acceptée comme une vraie sœur, alors que, même après 2 ans de mariage, je me sens toujours comme une étrangère. » Elle a fondu en larmes, disant que ce n'était pas juste que j'ai l'attention de Frank et l'affection des garçons, alors que c'était elle qui avait épousé leur père. J'aurais dû être au centre de leur vie, mais à la place, c'est comme si tu étais la pièce manquante dont ils avaient besoin. La voix de Frank est devenue glaciale, plus ferme que jamais. Tu n'as pas seulement épousé moi, Linda, tu as épousé toute ma famille, et chacun ici l'a invitée pour ses propres raisons. Elle a gagné notre amour par sa gentillesse et sa sincérité. Il a ajouté « Ta jalousie, c'est à toi de la surmonter. »
et il n'a jamais été question qu'elle se réduise pour t'apaiser. Les sanglots de Linda redoublèrent, tout son corps parcouru de soubresauts. Elle bredouilla qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me blesser, qu'elle cherchait seulement sa place au sein de la famille. On a l'impression qu'il n'y a pas assez de place pour nous deux. Frank serra la mâchoire. C'est une histoire que tu t'es inventée toute seule. Ta jalousie a tout abîmé, aussi bien avec moi qu'avec elle. À ton retour, tu commenceras une thérapie pour régler tes problèmes. On aura tous besoin d'un accompagnement familial pour tenter de recoller les morceaux. Linda acquiesça, les yeux baissés, sans jamais croiser mon regard. À ce moment-là, j'ai compris qu'elle n'éprouvait aucun vrai remords. Elle avait conscience que ce qu'elle faisait était impardonnable, mais elle n'acceptait tout simplement pas que Frank et les garçons m'apprécient. Frank a alors tourné la tête vers moi et m'a demandé « Tu préfères poursuivre le voyage ou rentrer à la maison plus tôt ?» Il a ajouté « Quelle que soit ta décision, les garçons et moi, on sera derrière toi à 100%. » J'ai immédiatement pensé à tous les projets établis avec Tom, au restaurant que j'avais envie de découvrir, à mon plaisir d'échanger en japonais, à cette attente de 3 mois. J'ai annoncé à Frank que je voulais rester. Je ne laisserai pas les soucis de Linda gâcher ce que je prépare depuis si longtemps. Frank a approuvé d'un signe et a exigé de Linda qu'elle me témoigne un minimum de respect pour le reste du séjour. Si tu ne peux pas t'y tenir, c'est toi qui prendras un vol plus tôt, pas elle. Linda a juste murmuré qu'elle avait compris. Frank s'est levé pour aller chercher les garçons restés à la porte. Tom et Bobby sont revenus, l'air inquiet, et Frank leur a dit de s'asseoir. Il leur a expliqué. Tout a été mis à plat. Maintenant, on finit ses vacances ensemble. Tom a soufflé. Ça va aller? Et Frank a répondu. Oui, t'inquiète pas. Bobby, en voyant les yeux rougis de Linda, est venu me serrer dans ses bras en silence. Ce soir-là, nous avons dîné dans un restaurant près de l'hôtel. Linda a pris place en face de moi, à peine un mot pendant le repas. Elle a commandé, mangé les yeux rivés sur son assiette, sans lever la tête. L'ambiance était si pesante qu'on aurait pu la trancher au couteau. Pour détendre l'atmosphère, Tom s'est mis à plaisanter sur le restaurant robot et le spectacle délirant, poussant si loin l'imitation des robots que Bobby a éclaté de rire. Bobby a sorti son téléphone pour nous montrer les photos prises au temple, des jardins, des statues et même une superbe vue du bâtiment principal. Frank a tout regardé avec attention et questionné Bobby sur ce qu'il avait remarqué. Linda, elle, hochait simplement la tête lorsque quelqu'un s'adressait directement à elle. Quand les plats sont arrivés, je me suis concentrée sur ma nourriture. Les sushis étaient sans délicieux, mais impossible d'en profiter vraiment avec Linda en face, aussi fermée. Tom, lui, entretenait la discussion, suggérant des idées pour le programme du lendemain, notamment la visite du jardin japonais prévu. Bobby a dit qu'il voulait aller voir les carpes koi. Frank a proposé qu'on y aille dès le matin. Le lendemain, nous avons pris un taxi en direction du jardin. Linda s'est installée devant et n'a dit quasiment un mot du trajet. À l'arrivée, au lieu de s'isoler derrière comme elle le faisait d'habitude, elle a marché à côté de moi. Elle a indiqué la grande carte à l'entrée et m'a demandé si je préférais commencer par la maison de thé. Sa voix sonnait mécanique, presque comme une récitation apprise à l'avance. J'ai dit oui. Alors nous sommes partis tous ensemble dans cette direction. Le jardin était splendide. Arbres taillés à la perfection, allées de pierres sinueuses entre les étangs. Bobby a foncé devant pour observer les coins. Tom photographiait tout ce qui l'entourait. Et Linda restait à mes côtés, signalant de temps en temps telle ou telle plante. Elle m'a demandé ce que je pensais du pont au-dessus du grand bassin. J'ai répondu que je le trouvais joli, elle aussi. Mais tout était encore forcé, un peu maladroit. Son effort était palpable, mais paraissait surtout dicté par Frank, pas par envie de créer un lien. À la maison de thé, nous nous sommes assis par terre. Une femme en kimono est venue nous servir. Linda s'est placée entre Bobby et moi, puis a voulu savoir si j'avais déjà goûté du thé vert. J'ai confirmé, chez moi, Linda s'est contentée de hocher la tête. Un silence s'est installé pendant qu'on buvait. Tom a grimacé à cause de l'amertume, ce qui a fait rire Bobby. Frank, en souriant, a desserré un peu l'atmosphère. On a poursuivi la promenade, et Linda continuait ses efforts. Elle me montrait ceci ou cela, me demandait mon avis sur le chemin à prendre. C'était pas très naturel, mais au moins elle ne m'effaçait plus. Pour le déjeuner, Tom et moi avions repéré d'avance un resto de sushi qui nous attirait depuis des lustres. On avait écumé la carte, rêvé à ce qu'on commanderait. Installée à table, Linda a jeté un œil au menu puis vers moi et m'a demandé ce que je recommanderais, sachant que j'étais déjà très au courant. J'ai été étonnée qu'elle s'en souvienne. Puis j'ai proposé le menu saumon et les makitons. Je lui ai parlé de leur sauce spéciale, des excellents avis qu'on avait lus. Linda a suivi mon conseil à la lettre. À l'arrivée des plats, elle a tout goûté, puis m'a adressé un regard. Elle a reconnu que le saumon était top et m'a remercié du conseil. Ça semblait anodin, mais vu les circonstances, ça voulait dire beaucoup. Tom m'a lancé un grand sourire, Bobby m'a sollicité pour choisir son dessert, tandis que Frank surveillait l'échange entre Linda et moi d'un air inquiet, l'air de vérifier qu'elle tenait ses engagements. La fin du déjeuner s'est passée plus sereinement. Linda n'était pas bavarde, mais quand elle prenait la parole, c'était pour m'inclure. Elle m'a questionné sur mes découvertes favorites du séjour, a vraiment écouté mes réponses. J'avais toujours la sensation qu'elle agissait sous contrainte, mais c'était mieux que l'exclusion pure et simple. Le soir, Bobby a parlé d'une boutique d'anime qu'il avait repérée en ligne. Il nous a montré des photos des produits dérivés,
a attendu la réaction de Linda, d'habitude prompte à s'opposer. Pourtant, elle a scruté les images, puis Frank, avant de déclarer qu'on pourrait y passer le lendemain matin. Bobby a affiché un grand sourire et s'est mis à détailler tout ce qu'il espérait trouver. Tom, lui aussi, voulait visiter des magasins de manga japonais. J'ai été très surprise de voir Linda accepter si facilement, sans prétexte, sans essayer de me laisser de côté. Le lendemain, nous avons pris le train direction Akihabara pour retrouver la boutique que Bobby avait repérée. Le magasin était gigantesque, s'étalant sur plusieurs étages remplis de figurines, de mangas et de goodies comme on n'en voit pas chez nous. Bobby, surexcité, a foncé devant en attrapant Tom par la main, et je les ai suivis sans me faire prier. Linda, elle, est entrée en dernière, et est restée près de l'entrée, à nous regarder faire notre petit tour. On est resté presque 2 heures à tout explorer. Bobby tombait sur toutes sortes de figurines tirées de ses séries préférées, et venait à chaque fois me les montrer fièrement pour avoir mon avis. Tom, ravi, a découvert un rayon entier de mangas dont il ne pouvait que rêver en France et s'est mis à dresser la liste de ses futurs achats. Pour ma part, j'ai craqué devant l'étalage des produits Ghibli et Linda s'est approchée pour voir ce que j'avais choisi. Elle m'a demandé si j'aimais ses films. J'ai répondu que c'était mes favoris. Elle a pris un porte-clés Totoro, l'a inspecté longuement, puis l'a reposé soigneusement. On ne l'a pas entendu râler sur le temps passé dans la boutique, ni essayer de nous presser. Elle est simplement restée là en retrait, tranquille et patiente, pendant que nous savourions toutes nos trouvailles. Quand on est sorti, Bobby arborait fièrement 2 sacs remplis et ne cessait de remercier tout le monde de lui avoir accordé autant de temps. Pour notre dernière journée complète au Japon, direction le mont Fuji. Le temps était idéal et la montagne s'offrait à nous sous un ciel d'un bleu éclatant. Frank a insisté pour qu'on prenne une vraie photo de famille avec la montagne derrière. Il a demandé à un touriste de s'en charger et nous nous sommes placés en rang. Contre son habitude, Linda s'est positionnée à côté de moi, plutôt qu'à l'autre bout. Tom est venu se mettre de l'autre côté, Bobby devant nous, et Frank s'est glissé près de Linda, un bras passé sur ses épaules. Le touriste a compté, a pris plusieurs photos. Le sourire de Linda était un peu crispé, presque mal à l'aise, mais au moins, elle essayait de faire bonne figure, de montrer qu'elle voulait être là. Frank a remercié le touriste, puis on a fait défiler les photos tous ensemble. Sur chacune, Linda était juste à côté de moi, ce qui donnait vraiment l'impression d'une famille unie, pas celle d'un groupe accompagné d'une intruse. Bobby a tout de suite proposé qu'on imprime la photo et qu'on l'encadre en rentrant. Linda n'a rien ajouté et n'a pas suggéré de refaire une photo sans moi. Après la visite du centre des visiteurs et ses expositions sur l'histoire du mont, Linda est restée avec nous, a même réagi à certains panneaux explicatifs. L'ambiance restait étrange, comme si elle voulait surtout respecter les consignes de Frank plus que m'intégrer pour de vrai. Mais comparé à l'époque où elle faisait tout pour m'effacer, c'était un vrai progrès. Le lendemain, le retour en avion a été long, mais pas aussi tendu que je le craignais. Linda a choisi la place côté hublot, a mis ses écouteurs presque aussitôt, puis a fermé les yeux et n'a plus bougé pendant toute la première heure. Tom et Bobby étaient dans la même rangée que moi. On a choisi ensemble les films à regarder. Bobby voulait une comédie, Tom a opté pour un film d'action, et finalement, on a tous trouvé notre compte. Frank était assis à côté de Linda, mais il se penchait régulièrement dans l'allée pour vérifier si tout allait bien pour nous, savoir si on avait besoin de quelque chose ou si on était bien installé. Je voyais bien qu'il veillait du coin de l'œil, histoire de s'assurer que Linda ne retomberait pas dans ses travers maintenant que la vie reprenait son cours habituel. Elle a dormi la plupart du vol, et quand elle était réveillée, elle préférait fixer les nuages par le hublot ou faire défiler son téléphone, sans chercher à nous adresser la parole, ni commenter le voyage. Avec les garçons, on murmurait nos souvenirs préférés du Japon, et surtout, on imaginait déjà notre retour à la maison. Tom s'est mis en tête d'apprendre encore un peu plus le japonais, peut-être en prenant des cours au lycée. Bobby, lui, rêvait déjà de revenir au Japon et de visiter d'autres villes. J'ai ajouté que j'adorerais aller à Osaka la prochaine fois. À ce moment-là, Linda a légèrement tourné la tête vers moi, comme si elle avait entendu, mais elle n'a rien répondu. Une fois rentrée et les valises vidées, Frank a demandé à Linda de venir dans le salon parce qu'il devait parler. Il a sorti son téléphone et s'est mis à chercher des thérapeutes familiaux dans les environs. Linda, un peu contrariée, l'a regardé faire sans broncher, sans protester et sans trouver la moindre excuse. Frank est tombé sur une certaine Catherine Flynn, recommandée et spécialisée dans les familles recomposées. Il l'a appelée, a pris rendez-vous pour la semaine suivante. Linda a essayé de dire que la thérapie n'était pas nécessaire, qu'ils pouvaient naï régler ça entre eux, mais Frank l'a coupée et lui a dit que ce n'était pas négociable si elle tenait à leur mariage. Sa voix était douce, mais on sentait qu'il ne plaisantait pas. Linda a pâli, puis a hoché la tête en signe d'accord. Frank a pris rendez-vous pour nous tous, l'a noté sur le calendrier de la cuisine. Tom et Bobby sont descendus, un peu intrigués, et ont demandé ce qui se passait. Frank leur a expliqué. On allait voir une thérapeute familiale pour régler nos problèmes. Tom a regardé Linda et a lâché. Il était temps que tu assumes ce que tu faisais. Linda a entrouvert la bouche, comme pour se défendre, puis s'est ravisée et a baissé les yeux. La première séance s'est déroulée dans un petit cabinet chaleureux, fauteuil moelleux, lumière douce.
Catherine Flynn, une quadragénaire avec des yeux pleins de bienveillance et une voix apaisante, nous a d'abord demandé de nous présenter, puis a expliqué qu'elle voulait entendre ce que chacun avait vécu dans cette famille recomposée. Linda a pris la parole en premier, racontant à quel point cela avait été difficile de mélanger deux familles. Elle disait se sentir mise à l'écart de la relation entre Frank et ses fils, toujours avec l'impression de ne pas avoir sa place. Elle a évoqué le fait que, moi, j'avais réussi à m'intégrer facilement alors qu'elle, non. Tom n'a pas pu s'empêcher de rétorquer « ce n'est pas vrai du tout ». Il a cité des exemples précis où Linda m'avait sciemment mise de côté lors d'activités familiales, rappelant le jour où elle avait prétendu que j'étais punie alors que ce n'était pas le cas, ou celui où elle avait dit que j'étais malade alors que les garçons voulaient que je vienne. Bobby a renchéri en disant que Linda avait essayé de m'empêcher de partir au Japon en multipliant les mensonges. Frank a tout confirmé et a raconté à Catherine l'histoire de la fausse grand-mère et du mauvais terminal. Linda est devenue rouge tomate, tentant de se justifier, mais Catherine a levé la main et lui a demandé d'écouter ce que sa famille avait à dire. Catherine a observé Linda avant de lui dire « D'après ce que j'entends, ta jalousie vient surtout de tes propres insécurités, et pas tellement de ce qu'a fait ta belle-fille. » Elle lui a ensuite demandé pourquoi elle se sentait menacée par une ado, plutôt que de chercher à l'intégrer à la famille. Linda est restée un long moment silencieuse, puis elle a fini par confier qu'elle avait toujours mal vécu de voir l'attention se porter sur quelqu'un d'autre. Elle a évoqué son enfance, sa sœur, plus jolie, plus populaire, et cette impression que leurs parents penchaient toujours en faveur de l'aîné. Elle a reconnu que lorsque, après avoir épousé Frank, elle avait vu les garçons s'attacher à moi aussi vite, tous ses anciens complexes étaient remontés à la surface. Cette peur de ne jamais suffire. Catherine a hoché la tête en disant que c'était compréhensible, tout en soulignant qu'au lieu d'affronter ses difficultés, elle avait préféré les projeter sur moi. Elle a demandé à Linda si elle se rendait compte à quel point elle m'avait blessée et combien son attitude avait abîmé l'ambiance familiale. Linda a simplement acquiescé, essuyant quelques larmes, incapable malgré tout de croiser mon regard. Les semaines suivantes, nous avons poursuivi la thérapie tous les mercredis après les cours. Progressivement, Linda a ouvert les yeux sur ce qu'elle avait fait pour m'exclure. Elle a avoué avoir menti à propos des billets d'avion, avoir donné de faux numéros de terminal, avoir sans cesse trouvé des prétextes pour m'écarter des sorties familiales. Elle a admis sa jalousie envers l'affection que me portaient Frank et les garçons, et la sensation d'avoir perdu sa place à cause de moi. Catherine l'a invitée à réfléchir. Pourquoi percevoir tout cela comme une perte plutôt que comme une nouvelle richesse? Linda n'a su quoi répondre et la question est restée en suspens. Elle n'a toujours pas présenté de véritables excuses ni pris la pleine responsabilité de ses actes, mais elle a cessé de se défendre, de dire que j'étais trop gentille ou trop présente, ou de me rendre coupable de ses émotions. Tom et Bobby ne la lâcheront pas des yeux à chaque séance et l'empêchèrent de minimiser ou de déformer les faits. Frank, lui, restait en retrait, mais sa présence était un soutien évident. Il veillait à ce que Linda ne puisse plus retourner la situation. Après tout ça, Frank a pris l'habitude de m'intégrer systématiquement à chaque activité, refusant que Linda organise quoi que ce soit sans moi. Même pour les sorties basket avec les garçons, Linda n'avait plus le choix. Elle venait et restait avec nous. Fini les séparations. Quand elle suggérait une sortie juste avec les garçons, Frank tranchait net. Maintenant, on fait tout ensemble. Il mettait un point d'honneur à ce que tout le monde soit là pour les dîners et les soirées cinéma. Linda montrait parfois des signes d'agacement, mais elle suivait le mouvement, sans se risquer à protester de peur de s'enfoncer un peu plus. Après avoir compris toute la portée de ses actes, Tom et Bobby sont devenus de vrais remparts pour moi. Au moindre signe d'exclusion de la part de Linda, ils réagissaient aussitôt. Un soir, à table, Bobby l'a prise de court. « Ce serait peut-être bien d'arrêter d'être bizarre juste parce que je suis là. » Et Tom d'ajouter « Si tu as du mal à me voir comme membre de la famille, la vraie question que tu devrais te poser, c'est pourquoi ça te dérange, toi, et pas moi. » Le visage de Linda s'est fermé, mais elle n'a pas répondu. Elle savait ses fils alignés avec moi, et aller contre eux aurait empiré les choses. Linda s'est alors engagée dans une thérapie individuelle, en plus des séances familiales. Elle rentrait parfois le jeudi soir visiblement secouée, les yeux rougis. Un soir, Frank m'a glissé discrètement que sa psy l'a poussée à affronter de vieilles blessures liées à la confiance en soi et à une certaine rivalité féminine. Il m'a confié que c'était douloureux, mais indispensable si Linda voulait avoir des relations saines avec qui que ce soit. Il a ajouté que la thérapeute lui faisait comprendre que l'amour ne se divise pas, que l'affection de Frank et des garçons pour moi ne lui ôtait rien. Je lui ai alors demandé s'il pensait que Linda allait vraiment changer, ou si tout cela n'était que momentané, motivé par l'obligation de suivre la thérapie. Frank m'a répondu qu'il n'en était pas sûr, mais qu'il veillerait personnellement à ce qu'elle fasse des efforts, et qu'il ne la laisserait plus jamais me traiter de la sorte. Environ un mois après notre retour du Japon, Frank a rassemblé toute la famille autour de la table pour une sorte de conseil. Je me suis installée entre Tom et Bobby, comme toujours, tandis que Linda prenait place en face de moi. Frank avait préparé des pâtes, et nous avons mangé en silence pendant les premières minutes. Soudain, Linda a reposé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux pour me demander quels étaient mes projets pour la fac, dans quelles universités je comptais postuler. J'ai cru qu'elle allait m'interrompre comme à son habitude, mais non. Elle s'est contentée de m'écouter. Je lui ai parlé de 3 universités, une dans la région, 2 ailleurs, en expliquant ce qui me plaisait dans chacune. Linda hochait la tête, me posait des questions sur les programmes, voulait savoir si j'avais visité certains campus. Ça n'avait l'air de rien, mais pour moi, avoir ma mère qui s'intéressait, enfin, à mon avenir, c'était
C'était énorme. Quand je repensais à toutes ces années où elle m'ignorait volontairement. Frank m'a lancé un sourire complice, Linda aussi pour une fois, et Tom m'a encouragé d'un petit coup de pied sous la table. La discussion a ensuite dérivé vers d'autres sujets, mais ce moment où Linda avait vraiment écouté ma réponse m'a marqué. Quelques semaines plus tard, Bobby a annoncé à tout le monde que son anniversaire approchait et qu'il voulait une fête à la maison. Sans attendre, Linda s'est précipitée sur la déco, les idées de repas, mais Bobby l'a interrompu pour dire qu'il voulait que ce soit moi qui l'aide, parce qu'on aimait la même musique et les mêmes jeux. Le sourire de Linda s'est figé une seconde, j'ai vu passer un éclair de tristesse dans son regard, mais elle a repris sa contenance, a soufflé un bon coup, puis a accepté, disant que c'était une très bonne idée et qu'elle s'occuperait du repas pendant que Bobby et moi prendrions en charge l'animation. J'ai croisé le regard de Frank, qui suivait Linda du coin de l'œil, sans doute pour s'assurer qu'elle ne cherchait plus à tout contrôler ou à me mettre à l'écart. Bobby et moi avons passé la semaine à concocter des playlists et à préparer les jeux pour le sous-sol. Linda nous a posé des questions sur l'organisation et a donné quelques idées, mais elle n'a pas cherché à tout contrôler comme avant. Pour l'anniversaire de Bobby, la maison a été envahie par ses copains du collège, il y avait des quantités de nourriture préparées par Linda, et tout ce qu'on avait planifié Bobby et moi s'est passé sans accroc. L'ambiance était au rendez-vous, la musique plaisait à tout le monde et le tournoi de jeux dans le sous-sol est vite devenu très sérieux. J'étais en train de remplir des bols de chips quand j'ai entendu un groupe d'amis de Bobby discuter près de la cuisine. L'un d'eux a lancé qu'il aimerait avoir une grande sœur aussi cool que moi, et un autre a ajouté que chez eux, leurs frères et sœurs n'avaient jamais envie de traîner avec eux ou de les aider à organiser des trucs. Linda n'était pas loin, appuyée contre le plan de travail, et j'ai tout de suite remarqué qu'elle se tendait, tout son corps crispé. Son visage s'est fermé, sa mâchoire s'est contractée, et l'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle allait faire une remarque acerbe ou quitter la pièce. Mais au lieu de ça, elle a fermé les yeux, pris une inspiration profonde et s'est remise à disposer les biscuits sur un plat, sans rien dire, ni regard noir, ni commentaires désagréables, rien pour gâcher la fête. Cette semaine-là, en thérapie, quand j'ai raconté ce qui s'était passé, Catherine a souligné que le fait que Linda se soit retenue, c'était déjà un vrai progrès dans la gestion de sa jalousie. Linda n'a pas eu l'air particulièrement ravie d'être félicitée juste pour avoir bien réagi, mais elle a reconnu que ce n'était pas facile pour elle d'entendre les compliments des copains de Bobby à mon égard. Le mois suivant, le frère de Frank est venu passer le week-end à la maison. Je l'avais croisé vite fait au mariage, mais on n'avait jamais vraiment eu l'occasion de parler. Il est arrivé le vendredi soir avec un sac plein de surprises pour chacun, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il remarque l'attitude un peu bizarre de Linda envers moi. Pendant le dîner, il la regardait attentivement, remarquant comment elle se raidissait chaque fois que Frank s'intéressait à mes histoires d'école ou quand les garçons me mettaient dans la conversation. Le samedi après-midi, il m'a trouvé dans la salle de jeu et m'a demandé si on pouvait parler tranquillement. Il m'a raconté que Frank lui avait tout dit sur ce qui s'était passé au Japon, sur la manière dont Linda avait cherché à m'exclure du voyage. Il m'a dit qu'il était impressionné par la façon dont j'avais géré tout ça, avec maturité et dignité, surtout sachant comment ma propre mère s'était comportée. Il a ajouté que bien d'autres à ma place auraient de créer des histoires ou fait des scènes, alors que moi j'étais restée fidèle à moi-même, laissant Linda révéler son vrai visage toute seule. Ça m'a vraiment fait du bien d'entendre ça d'un adulte extérieur qui pouvait regarder la situation avec du recul, sans être impliqué au quotidien. Ce soir-là, alors que je montais me préparer pour dormir, j'ai entendu des voix depuis le bureau de Frank en bas. La porte était à moitié ouverte et j'ai reconnu la voix de Frank et celle de son frère. Je savais que je ne devrais pas écouter, mais la curiosité l'a emporté. Son frère lui répétait ce qu'il avait dit à Linda plus tôt, à savoir qu'elle avait beaucoup de chance d'avoir été accueillie dans une famille qui l'acceptait sans condition. Il lui a rappelé que Frank et ses enfants lui avaient ouvert leur maison, leur cœur, et qu'elle avait failli tout gâcher à force de refuser de m'inclure sincèrement. Il insistait sur le fait que la jalousie de Linda ne me blessait pas uniquement moi, mais qu'elle mettait aussi en péril ses liens avec Frank et ses propres enfants. Frank avait la voix pleine de reconnaissance, assez ému même, en remerciant son frère d'avoir eu cette discussion avec Linda, et il expliquait à quel point ça lui faisait du bien que quelqu'un d'autre puisse lui dire ce genre de choses, une personne difficile à accuser de parti pris. Je suis remontée dans ma chambre en ayant l'impression que Linda commençait peut-être à comprendre ce que son comportement faisait peser sur toute la famille. Quand octobre est arrivé, Tom a proposé pendant le dîner qu'on se choisisse un thème familial pour Halloween, avec Bobby. Il a lancé quelques idées et, à ma grande surprise, Linda a accepté sans discuter. Elle nous a même aidé à chercher des idées de costumes et est venue faire les magasins avec nous pour trouver tout ce qu'il fallait. Je voyais bien que c'était surtout pour faire plaisir à Frank et aux garçons, pas forcément pour me faire une place. Mais au moins, elle faisait des efforts. Finalement, on a opté pour les personnages d'un vieux film que Frank adorait, et Linda s'est prise au jeu à dénicher les accessoires parfaits pour chacun. Le soir d'Halloween, on s'est tous déguisés et on a arpenté le quartier ensemble. Bobby était aux anges. C'était la première fois qu'il pouvait rester dehors tard avec les grands, sans devoir rentrer tôt à cause des petits. Au fil des maisons, son sac de bonbons se remplissait à vue d'œil. À un arrêt, une voisine qu'on croisait parfois sans vraiment la connaître est sortie. Elle a tout de suite été sous le charme de nos déguisements. Elle a dit que c'était vraiment beau de voir une famille aussi complice
et que ça lui faisait plaisir de croiser une famille recomposée, où tout le monde semblait s'apprécier sincèrement. Le sourire de Linda est devenu un peu figé. J'ai vu qu'elle serrait les dents, mais elle n'a rien dit pour contredire la voisine, ou rappeler que je n'étais pas vraiment de la famille. Elle s'est simplement contentée de la remercier avant de passer à la maison suivante. Avant le Japon, Linda aurait sans doute glissé une petite phrase pour me mettre à l'écart ou préciser que je n'étais pas réellement sa fille. Là, le fait qu'elle choisisse de ne rien dire, même si ça semblait lui coûter, m'a paru être un progrès. Au mois de novembre, Frank a annoncé un soir pendant le dîner que Thanksgiving approchait et qu'il fallait commencer à réfléchir au menu. Il a rappelé que, comme toujours, il comptait sur moi pour préparer la dinde avec lui, comme le voulait notre tradition depuis avant son mariage avec Linda. J'ai vu la fourchette de Linda suspendue à mi-chemin. Elle avait l'air d'avoir envie de protester mais s'est retenue à temps. Elle a reposé sa fourchette et proposé, d'un ton posé, de préparer sa fameuse farce pour participer au repas. Frank a dit que ce serait parfait et on s'est réparti les tâches culinaires, chacun dans la bonne humeur pour le reste du dîner. Linda s'est occupée de la farce, des patates douces et de la sauce aux érelles, pendant que Frank et moi nous chargions de la dinde, de la sauce et des haricots verts. Tom et Bobby, eux, se sont retrouvés à dresser la table et à s'occuper de la vaisselle, ce qui leur a valu quelques plaintes peu convaincantes. Le matin de Thanksgiving, glacial mais lumineux, je me suis levée tôt pour prêter main forte à Frank avec la dinde. Linda est arrivée 1 heure plus tard pour s'atteler à ses recettes et, presque sans s'en rendre compte, on s'est retrouvés toutes les deux à partager la cuisine pour la toute première fois. C'était franchement gênant dans un premier temps. Chacune cherchait à éviter l'autre pour ne pas se marcher dessus. On échangeait à peine quelques mots, juste pour demander un ingrédient ou contrôler la cuisson. Pourtant, quand j'ai eu besoin du sel, elle me l'a tendu sans un mot et sans rouler des yeux. Et quand elle n'arrivait pas à lire sa recette à cause des taches sur la fiche, elle m'a directement demandé de lui donner un coup de main, sans attendre que Frank vienne la sauver. Nous avons cuisiné côte à côte pendant près de 3 heures, et même si l'ambiance était loin d'être détendue ou complice, il n'y avait pas non plus d'animosité. Rien que ça, pour moi, c'était déjà une petite victoire. En début d'après-midi, tout était enfin prêt. Alors on s'est retrouvés tous ensemble dans la salle à manger. Frank avait sorti le grand jeu. Bougies, belle vaisselle, et grâce à Bobby, des serviettes savamment pliées, chippées sur une vidéo. Avant qu'on attaque le repas, Frank s'est levé, son verre de vin à la main, et a voulu porter un toast. Il a parlé de gratitude envers la famille, de seconde chance, et il a ajouté qu'il était fier de voir tous les efforts faits pour qu'on forme enfin une vraie famille, malgré les orages traversés. Il nous a tous regardés un à un pendant son discours, et quand il a fixé Linda, son regard s'est fait plus grave, plus profond. Linda, discrète, a levé son verre comme les autres, mais j'ai bien vu que les larmes lui montaient aux yeux. Sa main tremblait en portant son verre à ses lèvres, et j'étais incapable de dire si ces larmes venaient de la culpabilité, de la tristesse devant tout ce qu'on traversait, ou d'autre chose encore. Elle a baissé les yeux sur son assiette, a cligné des paupières à plusieurs reprises, et en relevant la tête, elle s'est efforcée de sourire, même si ses yeux restaient brillants. On a commencé à manger, le repas était vraiment réussi, mais impossible pour moi de penser à autre chose qu'aux larmes de Linda. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander ce qui se passait réellement dans sa tête. Au fil des semaines, chacun a trouvé ses marques dans cette nouvelle routine, où Linda tentait, et parfois réussissait, à être moins difficile à vivre. Décembre a ramené le froid et la nuit précocement tombante, et un samedi matin, Linda a proposé qu'on aille tous ensemble choisir le sapin de Noël. Frank a eu l'air aussi étonné que ravi, et Tom et Bobby se sont tout de suite lancés dans un débat pour savoir si on prendrait un immense sapin ou un modèle plus raisonnable. Sur place, Linda a marché à mes côtés, loin de ses habitudes d'isolement, et m'a demandé mon avis sur un grand sapin aux branches épaisses, devant lequel on s'est arrêté. J'ai dit qu'il était chouette. Elle a hoché la tête puis a consulté Frank et les garçons. C'est celui-là qu'on a choisi, et on l'a solidement attaché ensemble sur la voiture, Linda participant vraiment au lieu de s'effacer. Une fois rentrée, on a passé l'après-midi à décorer la maison. Linda a sorti du garage d'énormes cartons de décoration qu'elle m'a donnés une à une. Elle m'a posé des questions anodines sur mes souvenirs de Noël, jusqu'à évoquer l'année où mon père s'était déguisé en Père Noël, alors que j'avais 6 ans. J'ai raconté ce souvenir, et elle a esquissé ce sourire un peu crispé, qui ne va jamais tout à fait jusqu'aux yeux. Toute cette discussion donnait l'impression d'un exercice un peu scolaire, comme si elle répétait ce qu'elle avait préparé avec sa psy. Mais au moins, elle s'efforçait de discuter avec moi, ce qui n'était pas arrivé depuis des mois. Tom a lancé de la musique de Noël, Bobby s'acharnait à accrocher des boules tout en haut, sans escabeau évidemment, pendant que Frank nous taquinait sur nos talents de décorateur. Linda m'a tendu une boule en verre décorée de flocons de neige, en me demandant où elle serait la mieux. Je l'ai accrochée bien en vue, elle m'a dit que ça rendait vraiment bien ici. L'après-midi avait un parfum d'étrangeté, un peu de gêne persistant, mais l'atmosphère n'était pas tendue, ce qui représentait déjà un bel avancement, même si on n'était pas encore totalement à l'aise. Quelques jours plus tard, Bobby est venu me trouver dans ma chambre pendant que je faisais mes devoirs. Il voulait que je l'aide à choisir des cadeaux de Noël pour Tom et Frank, en me disant que je les connaissais mieux que lui. J'ai accepté, glissant quelques suggestions, mais Linda est apparue sur le pas de la porte et a proposé qu'on aille tous les deux faire les boutiques ensemble. Bobby a eu l'air aussi surpris que moi avant de se réjouir de l'idée.
On a donc passé le week-end à trier les magasins à la recherche des cadeaux idéaux. Linda nous accompagnait au centre commercial mais nous laissait faire notre choix de boutique en boutique. On a fini par dénicher un nouveau ballon de basket pour Tom et une belle cravate pour Frank, Linda se contentant de donner un avis quand on lui demandait, sans chercher à prendre le dessus. Pendant tout ce temps, Bobby nous a raconté ce qu'il espérait trouver au pied du sapin, et Linda l'écoutait d'une oreille attentive, sans perdre patience. Elle a même éclaté de rire quand il s'est lancé dans une imitation des goûts musicaux douteux de Tom. On s'est installés pour un café tous les trois dans la galerie, et même si Linda et moi sommes restés sur des banalités, école, météo, la routine, au moins, le silence n'était plus pesant. Sur le chemin du retour, Bobby s'est assoupi sur la banquette arrière et Linda s'est tournée vers moi pour me demander où j'en étais avec mes inscriptions à l'université. Je lui ai parlé des écoles que j'avais en tête et elle m'a posé des questions sincères, qui sonnaient justes, pas comme une politesse forcée. Ce n'était pas d'un naturel absolu, mais c'était nettement mieux que la glaciation permanente qui régnait entre nous depuis que Frank l'avait épousée. La semaine suivante, on avait notre dernière séance de thérapie familiale avant les fêtes. On a tous repris nos places habituelles dans l'antre feutré de la thérapeute, et pour la première fois, la pièce semblait un peu moins lourde à traverser qu'au début. Catherine a demandé à Linda de partager ce qu'elle avait compris de sa façon de fonctionner avec sa jalousie tout au long des derniers mois. Linda a pris une longue inspiration, puis a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi à ce qui la poussait à réagir aussi mal avec moi. Elle a admis qu'elle s'était toujours sentie en rivalité avec les autres femmes, cherchant à capter l'attention et à se sentir reconnue, et que ce sentiment lui venait de son enfance entourée de ses deux sœurs, à qui elle croyait que leurs parents témoignaient plus d'affection. Elle a expliqué qu'en épousant Frank, voir à quel point il avait été facile pour moi de trouver ma place auprès de lui et des garçons lui avait rappelé ses vieux complexes, l'impression persistante de ne jamais être assez bien. Elle a confié que me voir m'intégrer aussi naturellement l'avait vraiment déstabilisée, comme si elle perdait une course à laquelle elle ne savait même pas qu'elle participait. Sa voix s'est brisée quand elle a avoué s'être sentie menacée par sa propre fille de 17 ans, ce qui lui paraissait à la fois absurde et douloureux. Catherine a acquiescé en silence, puis a demandé à Linda ce qu'elle comprenait aujourd'hui qu'elle n'avait pas réalisé jusque-là. Linda a dit qu'elle avait compris qu'on ne partageait pas l'amour comme un gâteau, que l'amour ne s'épuise pas, et que le fait que Frank et les garçons m'aiment ne lui enlevait rien à elle. Elle a reconnu que sa jalousie venait de ses propres insécurités et pas d'une faute quelconque de ma part. C'est alors que Linda s'est tournée vers moi, ce qu'elle n'avait pas encore fait depuis le début de la séance. Elle m'a dit qu'elle regrettait d'avoir tout fait pour m'écarter de la famille et du voyage au Japon. Elle a précisé que cette jalousie était le reflet de ses propres conflits intérieurs et non de quelque chose que j'aurais mal fait. Ses excuses étaient un peu maladroites, comme si les mots lui coûtaient, mais il y avait des larmes dans ses yeux, ses mains tremblèrent légèrement, et je sentais qu'elle était sincère, même si elle avait du mal à le formuler. Ce n'était pas une excuse parfaite, et elle paraissait encore préférer être ailleurs, mais c'était plus authentique que tout ce qu'elle avait pu me dire depuis une éternité. J'ai croisé le regard de Frank, qui m'a adressé un signe encourageant de la tête, puis mes yeux sont revenus vers Linda. Je lui ai dit que j'appréciais qu'elle prenne la peine de s'excuser et que je savais qu'elle faisait des efforts en thérapie. Mais j'ai aussi ajouté que ça m'avait vraiment fait mal de voir ma propre mère essayer de m'éloigner de ceux à qui je comptais. J'ai expliqué que cela me donnait le sentiment de ne pas mériter d'être aimée, comme si quelque chose en moi la poussait à vouloir me cacher. Linda s'est effondrée en larmes, hochant la tête et s'essuyant les yeux avec le mouchoir que Catherine lui tendait. J'ai dit que j'étais prête à continuer les efforts si elle aussi était décidée, mais que j'avais besoin qu'elle me traite réellement comme un membre de la famille, et non comme une ennemie. Catherine a souligné que ce genre de paroles franches était exactement ce dont nous avions besoin, et que Linda et moi faisions preuve d'un courage rare en osant nous ouvrir l'une à l'autre. La séance s'est terminée sans effusion ou gestes théâtraux entre Linda et moi, mais avec une sorte de pacte silencieux. On essayait, ce n'était ni parfait, ni très habile, mais au moins, on faisait des efforts. Le matin de Noël, il faisait un froid de canard et le ciel était lumineux. Je me suis levée tôt, et en descendant, j'ai trouvé Frank déjà en cuisine, affairé à préparer du café, tandis que Tom et Bobby se disputaient à propos de l'ordre pour ouvrir les cadeaux. Linda est arrivée quelques minutes plus tard, en peignoir, et cette fois, elle m'a vraiment dit « Bonjour » avant de se servir un café. On s'est tous retrouvés autour du sapin pour ouvrir les cadeaux, et pour la première fois depuis le mariage de Frank et Linda, l'ambiance paraissait presque normale, comme à Noël. Linda n'a pas fait de commentaires étranges pour que les garçons ouvrent d'abord ses cadeaux, ou pour s'approprier des moments mère-fils qui m'excluaient. Elle était assise sagement à côté de Frank et regardait les 3 enfants ouvrir les paquets, un sourire tranquille aux lèvres. Quand j'ai ouvert son cadeau, j'ai découvert un beau carnet en cuir, avec des caractères japonais gravés sur la couverture. À l'intérieur, elle avait rédigé un mot expliquant qu'il était destiné à mes exercices d'écriture en japonais. Je l'ai regardé, surprise, et elle m'a dit qu'elle se souvenait combien j'avais aimé apprendre la langue pour notre voyage. Ce geste m'a touchée. C'était bien plus qu'un cadeau pris au hasard, la preuve qu'elle avait fait attention à ce que j'aimais. Je l'ai remerciée et elle m'a adressé un vrai sourire, celui qui illumine tout le visage. Tom a eu de nouvelles baskets de basket, Bobby le jeu vidéo qu'il attendait depuis des mois, et Frank a reçu de Linda une montre qui l'a visiblement enchantée. On a passé la matinée dans le salon, au milieu des emballages et des rubans, et même si c'était loin d'être parfait, pour une fois on avait vraiment l'impression d'être une famille, pas juste des figurants dans une scène imposée.
Une fois tous les cadeaux ouverts et le salon rangé, Frank m'a appelé à la cuisine sous prétexte de l'aider. Dès qu'on s'est retrouvés tous les deux, il m'a confié à quel point il était fier de la manière dont j'avais géré tout cela avec sang-froid et maturité. Il a reconnu que bien des ados dans ma situation se seraient rebellés ou auraient tout fait sauter, mais que j'avais su garder la tête froide et laisser les adultes régler leurs histoires. J'en ai eu la gorge serrée, les yeux humides. Frank a posé une main rassurante sur mon épaule, puis il m'a dit « Quoi qu'il arrive avec Linda, tu resteras toujours ma fille. Tu auras toujours ta place ici. » Et il a ajouté « En choisissant d'épouser Linda, j'ai gagné une fille, pas seulement des beaux fils. Rien ni personne ne changera ça. » Entendre ça m'a donné un sentiment de sécurité que je n'avais pas connu depuis le divorce de mes parents, des années auparavant. Tant de temps passé à craindre que Linda finirait par m'écarter, que Frank choisirait sa femme au lieu de m'inclure. Mais là, dans la cuisine, alors qu'il me regardait vraiment comme sa fille, j'ai compris que j'avais ma place ici. Je l'ai serré dans mes bras, il m'a rendu mon étreinte, et quand on est revenu dans le salon, Linda nous observait avec une expression difficile à lire, mais sans colère ni jalousie. Cette fois, elle avait surtout l'air fatiguée, un peu triste, mais peut-être aussi pleine d'espoir, comme si elle commençait à mesurer ce qu'elle aurait pu perdre. La semaine entre Noël et le Nouvel An s'est passée tranquillement, chacun profitant de la maison à son rythme. Pour le réveillon, Frank a suggéré qu'on fasse une soirée jeu de société en famille, plutôt que de sortir. On a installé toutes sortes de plateaux dans le salon, commandé des pizzas, et on a passé la soirée à se lancer des défis sur les jeux de stratégie et les quiz. Bobby n'arrêtait pas de se moquer des réponses improbables de Tom pendant les quiz, et Tom lui répliquait en menaçant de le plaquer à chaque fois. J'ai lancé une pique sur les talents de basketteur de Tom, en disant que ça ne l'aidait pas vraiment à gagner au jeu de réflexion, ce qui a fait éclater Linda de rire. C'était un vrai rire, spontané, qui a jeté un silence amusé sur la pièce. Un instant, elle avait l'air un peu gênée d'avoir ri à ma blague, mais elle n'a pas tenté de revenir dessus ou de casser ce moment. Même si ça paraissait anodin, j'ai eu l'impression que ça comptait vraiment. Comme si, peut-être, elle commençait à me voir autrement, plus comme une personne que comme une concurrente pour l'affection de sa famille. On a continué à jouer jusqu'à minuit moins le quart, puis on a regardé le compte à rebours du Nouvel An à la télé, avec du cidre pétillant que Frank avait servi à chacun. Au moment du décompte, Linda s'est tenue juste à côté de moi et, à minuit, quand tout le monde a crié « Bonne année », elle m'a lancé un sourire sincère, sans gêne ni retenue. C'était naturel, un vrai moment de complicité, et j'ai eu l'impression qu'on avait franchi un cap, bien plus qu'en plusieurs séances de thérapie. Janvier est arrivé, avec le froid et la reprise des cours après les vacances d'hiver. Un après-midi, alors que je grignotais dans la cuisine, Linda est venue me voir. Elle m'a proposé qu'on déjeune ensemble, toutes les deux, juste pour discuter tranquillement, sans Frank ni les garçons. J'ai eu un coup d'angoisse aussitôt, me demandant si elle allait profiter de l'occasion pour me demander de partir ou pour me tendre un piège. Mais elle avait l'air sincère, presque un peu nerveuse aussi, alors j'ai accepté. On a choisi un samedi et on s'est retrouvés dans un petit resto pas loin du centre commercial. Face à face sur une banquette, c'était d'abord super gênant. Linda a commandé une salade, moi un sandwich, et on a parlé de tout et de rien. La carte, le temps, jusqu'à ce que nos plats arrivent. Mais là, Linda a mis sa fourchette de côté et m'a confié qu'elle avait envie de me dire quelque chose d'important. Elle m'a avoué que la thérapie lui avait ouvert les yeux. Depuis qu'elle avait épousé Frank, elle avait été une mère épouvantable avec moi. Pas juste une mère un peu à côté, mais vraiment quelqu'un capable de me blesser profondément. Elle a reconnu qu'elle avait tellement perdu de temps et d'énergie à se sentir menacée, jalouse, qu'elle n'avait jamais pensé à ce que je pouvais ressentir, à moi, sa propre fille. Sa voix a tremblé en disant ça. Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai juste écouté. Elle a ajouté qu'elle avait fini par comprendre que sa jalousie venait de blessures d'enfance, d'un manque de confiance en elle, et que me faire payer pour ses problèmes était profondément injuste et cruel. Elle a même avoué que de me voir si à l'aise avec Frank et les garçons, ça la faisait se sentir nulle comme maman et comme épouse. Linda a baissé la voix, expliquant que, si sa fille arrivait mieux qu'elle à s'intégrer dans la famille, qu'est-ce que ça disait d'elle? J'ai posé mon sandwich et je lui ai répondu qu'une famille, ce n'est pas une histoire de compétition et qu'il y avait de la place pour tout le monde, que je comprenais son insécurité, ce sentiment que l'amour fonctionne comme un quota limité, alors qu'en réalité, plus il y a de monde, plus il y a d'amour à partager. Linda a hoché la tête en s'essuyant les yeux, puis elle a reconnu qu'elle commençait à le comprendre grâce à la thérapie. On a fini de manger, on a partagé l'addition, puis en sortant vers nos voitures, Linda m'a demandé si on pourrait refaire ça un jour. J'ai accepté et on est repartis chacune de notre côté. Ça n'a pas fait de nous des amis du jour au lendemain, mais ça a posé les bases. On était toutes les deux membres à part entière de cette famille, et sa jalousie n'allait plus définir notre relation. Elle m'a dit qu'elle comptait continuer à travailler sur elle avec l'aide de sa psy, et qu'elle espérait qu'un jour, on pourrait vivre une vraie relation mère-fille, et plus ce drôle d'équilibre précaire. Je lui ai dit que moi aussi je l'espérais, et c'était vrai, même sans garantie que ça arrive. En février, Tom a eu 17 ans. Il a voulu qu'on fête ça en famille dans un parc d'attractions à 2 heures de route. Linda a accepté sans essayer de me mettre sur la touche, ce qui m'a vraiment surprise. On s'est tous entassés dans le SUV de Frank. Tom a pris le contrôle de la playlist et on est parti. Au parc, Linda est montée avec nous dans les montagnes russes,
alors qu'avant, elle préférait rester sur le côté, à regarder. Elle a hurlé dans les descentes et éclaté de rire quand on l'a taquinée parce qu'elle gardait les yeux fermés dans les loopings. Bobby a insisté pour qu'on fasse la plus haute attraction, et cette fois, Linda est restée dans la file d'attente avec nous, sans proposer de surveiller les sacs. Après le tour, elle avait les cheveux tout ébouriffés, respirait fort mais rayonnait de bonheur. Tom était bluffé. Il lui a fait un check et Linda a rigolé, en disant qu'elle avait encore des surprises en réserve. Plus tard, c'est Bobby qui a repéré un photomaton pas loin des restaurants et a voulu qu'on prenne tous des photos ensemble. Linda n'a pas hésité une seconde. Elle ne s'est pas arrangée pour m'écarter ou pour qu'on ne me voie pas sur les clichés, comme ça aurait pu être le cas auparavant. On s'est tous entassés dans la cabine minuscule, Frank et Linda derrière, moi coincé entre Tom et Bobby devant. On a fait des grimaces, pris la pause, et évidemment Bobby a tout saboté en louchant dès qu'il fallait être sérieux. Quand les photos sont sorties, on a éclaté de rire. On avait enfin cette tête de famille qui profite vraiment du moment ensemble. Linda a regardé les photos, un air songeur sur le visage, puis elle a déclaré qu'elle voulait garder un exemplaire dans son portefeuille. Bobby s'est chargé d'en imprimer pour tout le monde, et Linda rangeait la sienne dans son sac comme un vrai petit trésor. On a encore enchaîné les manèges et englouti des snacks hors de prix, mais Linda était là, présente jusqu'au bout, sans montrer le moindre signe d'agacement ou d'ennui. Sur la route du retour, tout le monde était exténué mais heureux, et Linda s'est endormie côté passager, la tête posée contre la vitre. Mars a vu arriver mon 18e anniversaire. Frank avait organisé une fête à la maison avec mes amis et la famille. Linda avait aidé à décorer le salon et le jardin, à accrocher des guirlandes, gonfler les ballons, sans jamais râler. Elle avait vraiment l'air heureuse de fêter cette journée pour moi. Elle m'a demandé quel gâteau je voulais, et elle s'est assurée qu'il y aurait largement assez à manger pour tout le monde. Quand mes amis sont arrivés vers 18h, Linda les a tous accueillis à la porte avec chaleur. Elle a su tout de suite mettre tout le monde à l'aise. Frank faisait griller des burgers et des hot dogs dans le jardin, pendant que Tom et Bobby installèrent la sono pour la musique. Une fois le gâteau terminé, Linda a rassemblé tout le monde dans le salon parce qu'elle tenait à dire quelques mots. Debout devant l'assemblée, elle a pris la parole pour expliquer combien elle était reconnaissante de m'avoir dans la famille et fière de la personne que j'étais devenue. Sa voix s'est brisée quand elle a évoqué la place que j'avais prise pour Frank et les garçons, en confiant que, plutôt que d'en souffrir, elle apprenait désormais à s'en réjouir. Plusieurs de mes amis n'ont pas pu retenir leurs larmes, et l'une d'elles a serré Linda dans ses bras en lui disant que c'était le plus beau discours qu'elle ait jamais entendu. Linda l'a étreinte à son tour, puis elle est venue me prendre dans ses bras, et pour une fois c'était un vrai câlin, rien à voir avec ceux un peu forcés du passé. Quelques jours après la fête, Linda est venue me trouver dans ma chambre, préférant me parler en tête-à-tête. Elle s'est assise sur le bord du lit et m'a avoué que voir à quel point Frank et les garçons m'aimaient lui avait appris qu'on ne manque jamais d'amour à donner, même dans une grande famille. Elle disait comprendre, grâce à la thérapie, que l'amour qu'ils avaient pour moi ne signifiait pas qu'ils l'aimaient, elle, un peu moins, et reconnaissait que sa jalousie était surtout un manque de confiance hérité d'une vieille crainte de manquer. Elle m'a expliqué que sa psy la faisait travailler sur l'idée qu'une famille peut s'agrandir sans que personne n'ait moins d'amour, que plus on accueille de monde, plus il y en a à partager. Je lui ai dit que j'étais heureuse qu'elle le réalise enfin et que je n'avais jamais eu l'intention de lui prendre sa place. Linda a reconnu qu'elle le savait désormais. Qu'en y repensant, elle voyait bien que je n'avais jamais cherché à la remplacer ou à lui voler sa famille. Elle s'est excusée d'avoir mis autant de temps à comprendre et regrettait d'avoir gâché de précieux moments à ruminer sa jalousie plutôt que de construire quelque chose avec moi. Au printemps, les réponses des universités sont arrivées. J'ai eu la chance d'être acceptée dans plusieurs bonnes facs, dont 2 que j'aimais particulièrement. Frank était fou de fierté et montrait mes lettres d'admission à tout le monde. Linda, elle aussi, semblait vraiment contente pour moi. Elle s'intéressait à mes choix et me donnait son avis, mais sans jamais essayer de m'influencer pour que je reste près de la maison. Un après-midi, elle s'est installée avec moi à la table de la cuisine pour qu'on compare les universités, m'aidant à lister les avantages et inconvénients, en me faisant remarquer des détails auxquels je n'aurais pas pensé, comme la taille du campus ou la réputation des cours. Quand je lui ai dit que mon cœur penchait pour l'université d'État à 1 heure d'ici, Linda a trouvé ça parfait, ravie d'imaginer venir me rendre visite. Elle n'a pas cherché à me pousser à partir loin, ni montré de soulagement à l'idée de me voir partir, ce qui m'a vraiment touchée. Ce soir-là, Frank a commandé des pizzas pour marquer le coup et on a passé la soirée à discuter de la vie à la fac et de tout ce que je devrais emporter dans ma chambre étudiante. Lors de la séance de thérapie familiale la semaine suivante, Catherine a remarqué à quel point on avait fait du chemin et nous a demandé si on se sentait prêt à ne garder que des rendez-vous ponctuels, selon nos besoins, au lieu de rendez-vous réguliers. Tout le monde était d'accord pour dire qu'on n'était plus du tout les mêmes qu'à nos premiers rendez-vous, au retour du Japon. Catherine a tenu à adresser quelques mots à Linda, en la félicitant d'avoir su regarder sa jalousie en face et changer en profondeur, ajoutant que peu de gens en étaient capables. Linda l'a remerciée, avouant que la thérapie avait sauvé son couple et l'avait aidée à devenir une meilleure mère. Catherine a suggéré qu'on continue à se voir 1 fois par mois, histoire de consolider tout ce qui avait été accompli, mais qu'on n'avait plus besoin de séances hebdomadaires. Frank a serré la main de Catherine en la remerciant d'avoir épaulé la famille. Et Tom et Bobby ont chacun dit qu'ils étaient contents d'avoir participé, même si ça n'avait pas toujours été facile. Quand la saison du bal est arrivée, Linda m'a proposé qu'on aille choisir ma robe ensemble,
ce qui m'a beaucoup surprise. J'ai accepté, même si j'appréhendais un peu de passer autant de temps seule avec elle. Mais finalement, ce moment a été très agréable. Linda m'a conseillé sincèrement, sans jamais être blessante, et m'a aidé à trouver une robe dans laquelle je me sentais vraiment jolie. Elle me disait franchement si une couleur ne me flattait pas, ou si la coupe n'allait pas, mais toujours avec beaucoup de douceur. On en a essayé une bonne vingtaine avant de tomber sur la perle rare. Une robe longue, bleu foncé, ajustée au buste et à la jupe fluide. Linda en a eu les larmes aux yeux et m'a dit que j'étais magnifique, ajoutant que je lui rappelais elle-même à mon âge et qu'elle regrettait d'avoir considéré cette ressemblance comme une menace au lieu d'en être fière. On a acheté la robe et les chaussures assorties et Linda a absolument voulu tout payer pour te féliciter en avance de ton diplôme. Le soir du bal, elle m'a aidé à me coiffer et à me maquiller dans sa salle de bain. Elle avait tellement plus d'expérience que moi en la matière et m'a montré plein d'astuces, comme comment faire tenir les boucles toute la nuit. Elle faisait toujours attention à ce que je voulais, me demandant si je me trouvais jolie et si le maquillage me plaisait vraiment. Quand Frank a pris les photos de moi et de mon cavalier sur le perron, Linda était là, tout sourire à côté de lui, sans gêne ni malaise, ce qui ne lui ressemblait pas. Tom et Bobby étaient ressortis eux aussi pour me voir partir, Tom m'ayant lancé « On dirait une vraie princesse », tandis que Bobby ajoutait « Ton cavalier a intérêt à bien se tenir, sinon il aura affaire à nous ». Linda a éclaté de rire et a passé un bras autour des épaules de Bobby. Pour la première fois, j'ai senti qu'elle était fière d'être ma mère, et non agacée de ma place dans la famille. L'heure de la remise des diplômes est arrivée bien plus vite que je ne l'imaginais, et un matin, Linda m'a prise à part pour me demander si elle pouvait organiser une fête à la maison avec tous mes amis et la famille. J'ai accepté, mais une part de moi était inquiète à l'idée qu'elle en profite pour m'écarter ou me mettre mal à l'aise comme avant. Mais elle s'est vraiment investie dans l'organisation et m'a associée à chaque choix. Elle voulait savoir quel gâteau me ferait plaisir, quelle décoration j'aimais, si je préférais organiser ça dans le jardin ou à l'intérieur. On a fait les courses ensemble et elle m'a laissé tout choisir, du choix des nappes aux assiettes en carton. À notre retour, elle s'est empressée d'installer tout ce qu'on avait acheté, sans chercher à imposer ses propres idées. Le jour J, le jardin était métamorphosé, des guirlandes lumineuses partout, une grande banderole, félicitations, avec mon nom, c'était magnifique. Quand mes amis sont arrivés, Linda les a accueillis chaleureusement, se présentant avec fierté comme ma mère, alors qu'avant elle semblait toujours un peu gênée. Frank et les garçons s'occupèrent du buffet. Linda passait d'un groupe à l'autre pour s'assurer que tout le monde se sentait bien accueilli. Et lorsqu'on la félicitait pour la fête, elle remerciait en disant à quel point elle était heureuse de pouvoir me mettre à l'honneur. C'était étrange de la voir dans cette posture de mère fière, parce que, pour une fois, elle ne jouait pas un rôle pour impressionner Frank. Elle rayonnait vraiment, simplement contente de célébrer mon diplôme et de rendre cette journée inoubliable pour moi. Le lendemain, jour de la remise des diplômes, il faisait une chaleur assommante et un soleil écrasant. On a tous attendu de longues minutes sur des chaises pliantes en métal installées sur le terrain de foot en attendant que ça commence. Toute ma famille m'était éparpillée dans les gradins, mais d'où j'étais, je pouvais les voir. Frank élégant dans son costume, les garçons bien habillés, Linda superbe dans sa robe bleue. Lorsque le directeur a commencé à appeler les élèves un par un et qu'il a prononcé mon nom, ils se sont tous levés ensemble et leurs applaudissements étaient de loin les plus bruyants du stade. J'ai traversé la scène pour récupérer mon diplôme, j'ai levé les yeux vers eux et j'ai vu Linda avec les larmes aux yeux, applaudissant de toutes ses forces, au point qu'elle a dû s'en faire mal aux mains. À la fin de la cérémonie, je les ai retrouvés dans la foule, et avant même que j'aie le temps de dire quoi que ce soit, Linda m'a serré dans ses bras. Elle m'a murmuré « Je suis tellement fière de la personne que tu es devenue, et je regrette d'avoir failli rater tout ça à cause de mes propres insécurités et de ma jalousie. » Frank m'a embrassée à son tour, puis Tom et Bobby m'ont attrapée pour me soulever dans leurs bras tous ensemble. Et pour la première fois depuis que Linda avait épousé Frank, j'ai eu la sensation d'être vraiment dans une famille, et pas seulement d'habiter sous le même toit que d'autres personnes. L'été est arrivé, et on avait tous besoin de prendre l'air, alors Frank a proposé un petit week-end dans une station balnéaire à 2 heures de route. On a chargé la voiture un vendredi après-midi et pris la route sans se presser, et Linda semblait détendue, souriante, bien loin de la tension qui régnait souvent lors des vacances familiales. À la plage, c'est elle qui nous a suggéré de refaire la photo de famille prise au mont Fuji, celle du Japon. On s'est mis dans le même ordre que la première fois. Le photographe a compté jusqu'à 3, on a souri tous ensemble, et le sourire de Linda était naturel cette fois, rien à voir avec son air crispé sur la photo japonaise. De retour à l'hôtel le soir, elle m'a montré les 2 photos sur son téléphone, celle prise au Japon où elle faisait la tête et la nouvelle, où tout le monde avait l'air vraiment heureux. Elle m'a dit qu'elle avait du mal à croire à quel point tout avait basculé en moins d'1 an, et je lui ai donné raison. Voir ces 2 photos, c'était comme comparer 2 familles totalement différentes, alors que, finalement, on était 5, exactement les mêmes à chaque fois. En août, je me suis mise à préparer mes affaires pour la fac, à plier mes vêtements, à rassembler tout ce que je voulais emmener de ma chambre. Linda a frappé, puis est entrée sans attendre, ce qui m'aurait agacée autrefois, mais que je trouvais aujourd'hui parfaitement naturel. Elle s'est assise sur mon lit et m'a regardé préparer mes cartons sans rien dire, puis elle a fini par me confier que même si je lui manquerais, elle était heureuse pour moi, fière de mon avenir, et surtout reconnaissante que je lui ai laissé une seconde chance pour devenir la mère qu'elle n'avait pas su être au début. Elle m'a dit que notre famille était plus forte maintenant, parce que je n'avais pas accepté d'être exclue à cause de sa jalousie. Et elle m'a promis de continuer sa thérapie pour que je me sente toujours chez moi,
quand je reviendrai pendant les vacances. J'ai arrêté de ranger mes affaires et je l'ai serrée dans mes bras en réalisant que notre relation ne serait sans doute jamais parfaite, mais au moins, elle était devenue authentique, honnête, loin de tous ces non-dits et ressentiments du passé. Jamais je n'aurais cru ça possible après le Japon, après l'avoir vu tout faire pour me rejeter, ou l'avoir complètement déstabilisée dans ce temple quand le guide avait dit que j'étais la fille de Frank. Rien n'était parfait, mais c'était enfin vrai, et cela me suffisait.